Laurent! Oui. Bah viens. Ah, Laurent. Comment ça va, mon Lolo? Ça va très bien, Thierry, sauf que le 1er mai approche à grands pas et moi aussi, j'ai des revendications. Tu veux du muguet? Non, j'en ai déjà. Première chose, mon salaire. Ouais. Je ne veux pas, j'exige que tu ne l'augmentes pas. Pourquoi? Alors, parce que je suis très bien payé. Arrête de venir me faire chier toutes les semaines. Lolo, je double ton salaire, c'est non. Ah bon? Mais on a tellement peur que tu t'en ailles sur une autre chaîne. Je vais m'en aller sur une autre chaîne, t'inquiète pas. En revanche, je suis sous-utilisé dans l'émission, donc j'aimerais qu'une fois par semaine, quand un invité t'emmerde, une vieille chanteuse acariâtre ou un philosophe de mes couilles, on change de place, toi tu fais des vannes et moi je fais une interview par semaine. Ah mais je suis d'accord. Et voilà. Et Laurent, est-ce que tu as vu que tout le public est habillé en noir? Qui est mort? Alors, on vous a pas dit vous habillez en noir? Non. C'est incroyable ça quand même. Et moi Thierry, parmi métismes... Tu t'es habillé en... Tout le monde est en noir. Lui, il a une chemise bleue. Je sais pas ce que j'ai foutu. Les gens qui sont pas habillés en noir, s'il vous plaît, vous pouvez... C'est formidable, merci. Hein, c'est le warm-up. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Beau gosse. Oui, le beau gosse, non? Très, très. Mais c'est pas ma cam, hein. Moi je préfère plutôt les femmes. Ah. Et j'ai une petite faiblesse pour la tienne. C'est gentil. C'est gentil, elle t'aime beaucoup aussi. Jérémy Crédville, bonsoir. Bonsoir. Alors, Lolo, tu connais pas Jérémy? Non. Il est jeune, il est beau, il est drôle. C'est la relève. Le mec parfait. Sérieusement, t'es assez exceptionnel quand même. C'est souvent ce qu'on me dit. Ouais, non, je suis assez commun. Tout ça, c'est du maquillage et de la coiffure. Ah, c'est bien, moi j'aime bien la coiffure en tous les cas. C'est vrai? Tu es très beau. Si j'avais des cheveux, j'en ferais pas ça. Mais c'est pas mal, c'est rigolo. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Jérémy Crédville, on regarde à quoi ça ressemble. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, puisqu'il paraît qu'il en reste, je m'appelle G. Ce n'est pas mon vrai prénom, hein. C'est un surnom que m'ont donné les femmes, point. Et c'est Jérémy Crédville, hein. J'insiste sur Crédville, hein, parce que les gens se trompent toujours sur mon nom. Au rappel, ils crient, je sais pas, ils m'appellent Ravourcé. Ils font Ravourcé, Ravourcé, Ravourcé. Quel est le rapport? Moi, je rêvais de venir au Jamel pour faire « Hey, il y a des blancs dans la salle ?» Ouais. N'empêche, les Noirs, ils se plaignent de l'esclavage et tu les vois en salle de sport, tranquilles, sur des rameurs. Alors dis, oh les gars, c'est de la nostalgie ou quoi? J'ai un spectacle qui s'appelle Parfait et Modeste. Bon, je vous rassure, hein, c'est qu'un titre de spectacle. À la base, je voulais appeler ça « Calmez-vous les filles, je n'ai qu'une bite ». Moi, j'ai plutôt l'habitude de faire des premières parties. Hein. Première partie, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. En gros, quand vous arrivez dans un grand restaurant et que vous commandez un plat, pour vous faire patienter, on vous rapporte un petit pot de cacahuètes un peu dégueu. C'est moi, d'accord? Un amuse-gueule, hein. Moi je m'amuse, vous faites la gueule, c'est le principe. Et la dernière fois, je faisais la première partie de Verino, donc les gens ne m'attendaient pas, ils disaient « Verino, Verino, Verino ». Moi j'arrive, bonsoir, mais c'est qui ce con? Et je pense qu'il y avait une dame qui ne connaissait pas très bien l'artiste, puisqu'elle a fait « Bah c'est Verino, hein ». Il y a 3 jours, je fais la première partie de David Mottez. Bon, j'étais plus connu que lui. Donc là, les gens font « David, David ». Moi je rentre, bonsoir. C'est Jérémy? Eh ben non, c'est Verino, hein. Elle m'avait suivi. Et cette dame est venue me voir après le spectacle et elle m'a dit « En fait, toi, t'es un peu comme les préliminaires avant l'amour ». Je dis « Oui, sauf qu'en général, c'est le même gars qui reste après. Hein, c'est quand même super rare que le mec fasse « C'est bon, Jean-Louis, c'est chaud, tu peux y aller ». Et voilà, Jérémy Crédville, actuellement sur la scène du Théâtre du Marais. Le spectacle s'appelle, en vrai, le titre, on s'en fout. C'est ça. Bah oui, en vrai, le titre, on s'en fout, parce que des fois, on se On dit Crédville, on va voir Crédville. Voilà, on va voir Crédville. On va voir Creux 2, on va voir le chevelu. Ici la voix. Ah. Oui. Une question qui revient au standard. Comment s'appelle le beau gosse qui interviewe cette vieille baderne de Crédville? Alors, c'est un peu le sosie de Johnny Hallyday. Jeune.
ou d'Herbert Léonard? Vieux. Oui. Hein? C'est un mélange bizarre, c'est vrai. Ouais. C'est du vendredi au dimanche, donc jusqu'au 16 juin, au Théâtre du Marais. Ouais. Et le 18 septembre, à la Comédie de Paris. Tu sais déjà ce que tu vas faire le 18 septembre. Exactement, oui, ce C'est sera bien. tous les mardis et mercredis. Nous, non, mais toi, oui. Ouais. Alors, le spectacle, évidemment, au-delà de l'amour que tu te portes, qui est réel, tu n'hésites pas, Jérémy, à poser les questions qui fâchent. Que faisaient les réparateurs d'ascenseurs avant l'invention des ascenseurs? Exactement. C'est une question que peu de gens se posent, mais qui devraient se Question poser. essentielle. Est-ce que le chien dans Kill Bill meurt? Eh oui. Ça, peu de gens le savent aussi. On n'en sait pas. Est-ce que les ostéopathes nous manipulent? Tous. Tous. Mais ça, c'est une arnaque, l'ostéopathie, quand même. Ouais. C'est parce que des fois, tu viens, t'as mal au dos, tu ressors, t'as mal au cul. Pourquoi? Mais c'est vrai, il te pouf. C'est comme bizarre. Ah, il et tu habite payes. bien dans le Marais, je te confirme. Il joue dans le Marais. Alors, autre question, peut-on faire confiance à un ch'ti? Non, surtout pas. Hein, Surtout pas, et cette question, tu te la poses depuis ta naissance à Béthune, en 1996. C'est-à-dire quand je faisais ma première émission, Aïe, tu aïe, aïe. naissais, mon Tout petit. ça. Tu te rends compte? T'es un petit gars du Nord, en tous les cas. Oui, un ch'ti. Il a une bonne vanne, il dit dans le Nord, on a inventé le meilleur contraceptif, c'est l'accent. Mais ça, mais c'est clair. Parce que là, je fais attention, mais... Tu sais faire l'accent? Bah, ouais, enfin, tout le monde sait le faire, un peu pareil, mais c'est vrai que chez moins... Bah, Danny ça donne Boone, moins envie, quoi. Danny Boone, il a fait fortune avec ça. Hein. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Alors, jeune, tu n'as pas un physique très facile. C'est vrai, souvent, on me disait... Durant toute ta scolarité, tu es victime des moqueries de tes camarades, beau gosse, mannequin, Ouais. épouse-moi. Enfin, Voilà. Non, mais c'est assez pénible. C'est insupportable. Ouais. Les gens prenaient des photos déjà avant même que les portables et des Existent. Ouais, non, mais c'est fou. C'était assez frustrant. Ouais. Non, mais c'est chiant parce que... Enfin, les gens qui tapent sur les roues, les noirs, etc., mais les gens beaux, c'est aussi difficile. c'est terrible C'est d'être dur. beau. Mais le regard des gens, c'est pesant. Ouais. On vous regarde C'est lourd. vraiment très long, ouais. Très, très longtemps. Ouais. Est-ce que les mecs te draguent aussi? Ils font que ça. Ah ouais. Oui, oui. Mais c'est vrai en plus. Enfin, je me fais souvent plus draguer par des mecs que par des nanas. T'arrives à échapper à tout ça? Pas toujours. Malheureusement. Alors, pour t'abîmer un petit peu, tu es tellement beau, tu décides de te mettre au rugby. Oui. Et tu atteins rapidement un niveau pro au rugby. Alors j'étais semi-pro. En mal. fait, Ça veut dire que tu as fait des petits calendriers. Exactement. Voilà, je faisais À moitié nu. Ouais, j'étais au 3e niveau national. Ah ouais, mais c'est pas mal quand même. Oui, oui, non, c'est bien. Et tu deviens coach sportif. Ouais, je voulais rester dans le sport et en fait, j'en suis vite sorti du coaching sportif à domicile. Parce qu'en fait, c'était assez répétitif, les gens voulaient les mêmes choses. Tu en es sorti grâce au destin. Le destin. Un jour, t'es au mariage d'un pote Ouais. et t'es dégoûté de pas être son témoin. Bah ouais, en fait, il me choisit pas comme témoin. Du coup, moi, je lui fais les 10 pires discours qu'un marié peut recevoir de son témoin et sa nana qui est comédienne m'inscrit à un concours d'humour. Et voilà. Avec ce sketch-là, et je remporte le concours d'humour. Et le gagnant de ce concours avait 1 an pour faire un spectacle et venir avec 3 dates. C'est Pour dingue. faire ce spectacle. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai joué ces 3 dates-là en me disant, bon, il y aura juste mes potes qui vont venir voir et puis basta. Et en fait, non, il y a des programmateurs lillois Ça a qui étaient marché. là. Ouais, ouais. J'ai été pris À dans quoi le- ça dans tient? le Tu truc. mérites un big up. Voilà, ensuite c'est le parcours classique. Atelier d'impro, petite salle, gros bide. Surtout, ouais. Gros Ah bah, bide. mais en fait, plus les salles sont petites, plus c'est facile de bider. Ouais. Il y a moins de gens. Ah oui. C'est plus difficile de faire rire une personne que 2000. Eh oui. Un Jamel Comedy Club, Ça m'est arrivé. Ruquier Comedy Club. Alors, ça n'a pas très bien marché avec Laurent. Hein. Non, bah, Qu'est-ce qui en s'est fait, passé? Je suis resté, je crois que j'ai fait 3 passages, 3-5 passages. Et au dernier passage, il fallait avoir 60 sur 100 et j'ai eu genre 58 du coup. Puis je t'en virais. Ouais, ils ont bien fait. Et Ruquier t'a pas rattrapé à l'oral. Et non, non. Et Catherine Barma, t'as rien pu faire. Non. Avec la gueule que t'as quand même, t'es idiot. Non, le problème, c'est pas sa gueule, c'est la sienne. Sacré Laurent. On l'embrasse. Bon, enfin, tes parents au début, ils y croient pas du tout. Non. Et à un moment, ils finissent par y croire parce qu'ils voient quand même que les gens Ouais. t'apprécient. Non, mais c'était drôle parce que mes parents, donc, ils payaient les places des gens. Ouais. Pour que les gens viennent. Ouais. C'est-à-dire qu'ils demandaient à ma famille, ils les invitaient tous, ils payaient, ils se ruinaient dans le truc. Et à un moment, ils se retrouvaient à déjà. Ma famille était déjà venue 4 fois, donc ils ont dit c'est bon, on sait ce qu'il fait. Et à un moment, ils se retrouvaient qu'à 2 dans une salle pleine où il y avait que ces 2. Donc il y avait juste mes parents que je connaissais.
Et du coup, ils se sont dit, bon, bah c'est bon, je pense qu'on a fait le taf. Du coup, après, ils sont pas venus maintenant, me voir. ta mère distribue des flyers chez le coiffeur. Ah ouais, ouais. Mais elle est contente, c'est sa fierté. Hein. C'est mon fils, Pipe Crédville. Et mon grand-père a eu une réduction chez son garagiste. Ah ouais. Avec le nom Crédville. En tout cas, tes parents sont très contents de ton selfie avec Michel Drucker. Ah, Michel. Là aussi, pour j'ai des 15 parents, ans. c'est énorme. Hein. Ouais, Surtout vivant, c'est là où ça passe. Bah là, on le sait pas sur cette photo-ci, là encore. On aimait bien Michel. Hein. Oh là là. Il y avait personne à la cérémonie. Non. Ni Johnny, ni personne. Non, personne. Michel, si tu Non, nous regardes. Michel. Bon, avec moi, tu vas pas faire un selfie. Hein. Ah ouais? Non. Non, parce que j'étais content de venir et je suis content de voir que Laurent a bu de l'eau hier. Parce que la semaine dernière, je crois que c'était ton anniversaire, du coup, tu avais du vomi sur ta veste. Pas d'une veste de créateur. Enfin, vraiment. Non, mais au train, on voit la mode, c'est. Tu aurais pu la remettre cette semaine. Hein. Le plateau est beau, si je peux Ça me permettre. te plaît? Vraiment, oui. Bah, c'est la dernière fois que tu le vois parce qu'à la rentrée, il y aura un nouveau décor. Ah putain, mais non, mais en tout cas, la déco est belle. On va On la dirait une casser. brocante chic. Tu sais, moi, je suis à 2 doigts de partir avec un vase. Ah, vas-y, serre-toi. Non, mais Elle a un prénom, hein. Jolie plante. Je remarque dans l'émission, parce que je la regarde de temps en temps, je remarque que alors dans la télé, tu appuies sur play pour lancer des magnétos. Ici, tu appuies sur rien. Ah oui, il y a un mec, et pas n'importe qui, Philippe Stark, quand même un grand créateur internationalement connu. Un jour, je le vois, il me dit, mais je comprends pas, comment tu fais quand tu fais ça pour que ça tombe pile sur le truc? Et ta femme te le dit aussi. Ouais, exactement. Par contre, on est d'accord, niveau budget, ici, il y a un souci. Enfin, en lumière, pas de souci. Là, moi, je suis daltonien, je vois les couleurs, bravo. Mais il y a un manque de budget micro, par exemple, déjà. Thierry, tu gueules. Hein. On reçoit bientôt notre prochain invité et tout. Voilà. Et il y a des gens qui ont ce réflexe en te regardant, qui font... Donc racle un peu la gorge. Et il y a un manque de budget table aussi, pour les invités notamment, parce que mais je crois que c'est pour décrédibiliser les politiques. Parce qu'un homme politique, s'il te parle sérieusement, mais que tu vois ses chaussettes, voilà, ça marche pas. Donc je pense que ce budget table est maîtrisé finalement. Manque de budget... Le table est surélevé par rapport aux autres, t'as remarqué. Et il y a un manque de budget surtout chaise pour Laurent, parce qu'il est obligé de venir avec sa chaise de camping. Il vient avec sa chaise. Mais je pense que ce manque de budget, il est dû au fait que tout le fric est parti dans l'orchestre. Voilà. Et surtout pas dans leur costume, mais dans l'orchestre. Parce que, non, mais c'est un orchestre très cher qui est là pour faire des jingles. C'est hyper frustrant. T'imagines, le mec fait 6 ans de conservatoire pour faire... C'est quand même dingue, quoi, tu vois. Et ces gens, tu vois, par exemple, c'est les mecs qui font les bœufs les plus courts du monde. Tu viens avec moi? C'est bon, voilà. En tout cas, je remarque aussi que tu lances les jingles d'un geste et que tu les arrêtes. Et ça, c'est un toc que t'as. Parce que l'autre fois, je t'ai croisé en boîte de nuit, je croyais que tu me saluais. T'essayais d'arrêter la musique, en fait. Tu faisais ça souvent. Mais ce que j'apprécie le plus, quand même, dans tes émissions, c'est le genre de buzz. Tu sais, les invités qui partent parce qu'ils se disent... Non, je me laisserai pas insulter, mais qui se gourrent de sortie, du coup, ils reviennent. Non, Laurent. Alors, là, franchement, c'est sans moi. La fin de l'émission, ce sera vraiment... Je partirai pas sans un jingle. C'est beau. Voilà, c'était le warm-up. On se retrouve après la pub pour Salut les Terriens. Avec nous ce soir, 8 super terriens. Bernard-Henri Lévy, les Parisiennes, Tex, Jérémy Crédville et Laurent Baffy. Premier terrien invité ce soir. Sa spécialité, ce sont les zones de conflit. La preuve, il est sur mon plateau ce soir, Bernard-Henri Lévy.
nos terriennes viennent de former le premier girls band français depuis les Parisiennes. C'est les Parisiennes. Autre terrien invité ce soir, il est jeune, il est beau, il est drôle. Pas impossible qu'il reparte avec une Parisienne, Jérémy Crédville. Autre terrien invité ce soir, le capitaine Dreyfus de l'humour. Viré pour une blague, Tex. En fait de Alex Vizorek et notre terrien du samedi soir, Alexandre Lafont. Ce jeune homme de 20 ans a fait de sa maladie le sujet de ses vidéos sur YouTube et il cartonne. On l'appelle Épileptic Man. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag SLT. Et maintenant, mesdames, messieurs, mon CDD, Tom Villa. Ça va Thierry? Super. Plateau extraordinaire ce soir, rempli de femmes. Voilà, on a atteint, voire même explosé, je pense, le quota féminin pour la saison. À mon avis, c'est Marlène Schiappa qui doit être contente devant sa télé. Ah non, il y a Tex, ça doit être dégoûté. Voilà, ça va, tout va me retourner dessus de toute façon. Elles sont venues à 4, elles sont les Parisiennes 2.0. Ariel Dombal, Maréva Galanter, Elena Noguera et Ina Moja. En gros, pour resituer pour les téléspectateurs, vous reformez un groupe yéyé qui s'appelle les Parisiennes. Voilà, dans les années 60, c'était un peu les Spice Girls, mais sans les piercings, sans les tatouages et sans les strings. Donc c'est ma grand-mère. Et non, c'est Laurent Ruquier qui est le producteur des Parisiennes et qui vous a choisi, enfin, pour réaliser son rêve de gosse. Voilà, ressusciter les Parisiennes. Voilà, les filles, si un jour Thierry vous appelle pour réaliser son rêve de gosse, un conseil, ne décrochez pas. Pas grave, ça. Petite parenthèse, joyeux anniversaire Ariel, c'était hier votre anniversaire. Alors Thierry, évidemment, je ne donnerai pas votre âge Ariel, mais c'est les Hautes-Pyrénées. Et non, voilà, non, Ariel, ce qu'il y a de formidable, c'est que plus vous avancez dans la vie, plus vous êtes jeune. Non, mais c'est vrai, vous êtes la preuve que quand on vieillit, voilà, on rajeunit aussi. Sur vous, la vieillesse a autant de prise que la justice sur les Balkany, et ça, vraiment, Justement, Thierry, notre invité suivant, je crois qu'il connaît un petit peu Ariel. Il n'est pas grand reporter de hier, mais c'est quand même la femme d'Ariel Dombal. C'est Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, alors j'ai revu beaucoup d'émissions où il a été invité et contrairement à Tex, lui il réfléchit avant de parler. Non, alors, petite marque de fabrique, c'est la chemise blanche, Thierry c'est le noir, c'est un peu le yin et le yang, voilà, pour l'un avec un brushing et pour l'autre avec un bédo. Et non, en tout cas, je sais pas comment vous faites parce que vous êtes toujours en blanc alors que vous allez dans les pires endroits du monde. C'est moi, quand je suis en blanc, même quand je mange du pain, j'arrive à me tacher. Franchement, c'est terrible. Ouais. Non, mais puis ce CV extraordinaire. Écrivain, philosophe, cinéaste, romancier, essayiste, dramaturge, homme d'affaires, receveur de tarte à la crème, intellectuel, chroniqueur français. Le CV est tellement long que c'est presque la fin de l'émission. Du coup, je suis obligé de passer à un autre invité. C'est le beau gosse de l'émission et en plus, il est drôle. Bref, il a toutes les raisons pour qu'on ait envie de le taper. Mais bon, comme il est plus costaud, je vais fermer ma gueule. C'est Jérémy Crédville. Ah ouais, non. Jérémy, c'est incroyable. C'est un peu le blond de Gad Elmaleh. Il est... Non, mais il est parfait. Le blond. C'est fou. Non, mais tu l'as dit tout à l'heure en interview, il y a même plus de mecs qui le draguent et tout. Enfin, c'est pas grave. Si on est en 2018, c'est quand c'est en prison que c'est chiant, mais c'est pas grave. Sinon, non, il est parfait et pourtant, il vient du Nord. Alors, il y aura pas de blague sur les ch'tis, déjà. Oui, mais ça picole, mais comme en Bretagne, tu vois. Oui, il fait un temps de merde, mais comme en Belgique. Voilà, c'est un ch'ti. C'est les inconvénients des Bretons avec les inconvénients des Belges. Voilà, c'est plus une région, c'est une préfecture. Non, mais il y a un moment, c'est pas grave. On va terminer. Le dernier invité, il a vu des centaines de milliers de couples se déchirer pour passer un week-end à Dijon. C'est Tex, mesdames et messieurs. Alors, là, je vous le dis, c'est le gros dossier de la semaine. Tex viré pour une blague. Tex qui est par conséquent le nouvel humoriste subversif. Voilà, 30 ans après la mort de des proches, ça fait mal au cul. Mais voilà, voilà où on en arrive avec vos conneries de s'indigner sur tout. On a les martyrs qu'on mérite. Voilà, mais non, mais on va pas revenir sur cette blague. Je t'ai défendu face à Marlène Schiappa il y a 3 mois. Voilà, blague.
La blague pour ceux qui l'ont loupé, c'est voilà, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les 2 yeux au beurre noir, bah, on lui dit plus rien, on vient de se faire virer par France Télé. Donc, non, ces derniers temps, c'est compliqué pour l'humour en France, mais c'est vrai qu'on voit que Tex se fait virer pour une blague dans une émission où il est juste invité. Friends, qui est considéré comme a posteriori comme une série sexiste et homophobe et même grossophobe. Il y a une pétition contre Gad Elmaleh parce qu'il a fait un sketch sur les Chinois. Je vous rappelle que le sketch le plus engagé de Gad Elmaleh, c'est sur les comédies musicales. Lui, il rêve juste d'une banque, pas de faire du mal à quelqu'un. Non mais... Mais ça peut arriver de faire une blague ratée. Et d'ailleurs, elle n'est pas ratée. Dans les années 80, elle faisait marrer tout le monde. C'est juste qu'il a 30 ans de retard, mais c'est pas grave. Laurent, il serait expulsé toutes les semaines. Et moi, j'aurais été viré avant de faire ma première émission ici. L'humour, c'est subjectif. Ce qui fait marrer Thierry ne me fait peut-être pas rire, c'est pas grave. C'est vrai, parce que ton salaire le fait rire et toi non. Non, c'est vrai. Non, mais c'est terrible. Mais du coup, on peut se poser la question si moi ça me fait pas rire, est-ce que je dois interdire quelqu'un de travailler? C'est humoriste, ça reste un métier comme un autre. Il y a des fois où ça marche, il y a des fois où ça marche pas. L'humour, c'est une proposition artistique, on prend ou on prend pas. Alors, j'entends déjà les gens qui disent oui, mais faire des blagues sur les Chinois ou sur les femmes, c'est pas de l'art. Ok, mais regardez, Yves Klein. Il a fait sa carrière en peignant des tableaux en bleu uni. Pour tout le monde, c'est de l'art, alors que pour un peintre en bâtiment, ça s'appelle un mardi, vous voyez. Mais ce qui est compliqué, c'est ce qui était marrant hier est devenu aujourd'hui raciste et sexiste, et c'est très bien d'être beaucoup plus vigilant à ce qu'on dit, et c'est aussi très bien qu'on ne rigole plus des mêmes choses, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on n'évolue plus, on est des labradors, des ours, tu vois. Mais est-ce qu'on a besoin, à cause de son sketch sur les Chinois de Gad Elmaleh, il y a eu une pétition, il y a eu un hashtag sur Twitter, Gad Elmaleh out of Netflix. C'est un collectif qui cherchait, je cite, à couper court à l'impunité dont il bénéficie ici et en avertir les téléspectateurs américains. Mais les Américains, ils ont élu Trump. Gad Elmaleh, il a fait 5 minutes sur les Chinois. Trump, il a fait 5 ans sur les Mexicains. Gad, c'est un bisounours à côté. Non mais... Trump, il a dit qu'on pouvait attraper les femmes par la chatte. Et lui, c'était pas une blague. Alors, je sais que c'est trop facile de dire un truc et dire après, ça va, c'était pour rire. Sauf qu'à force de s'indigner sur tout, on va faire le syndrome Pierre et le Loup ou BFM TV. Ça va partir en breaking news tout le temps. Et la fois où il y aura un truc énorme, ça sera sur le même pied d'égalité qu'un truc moindre. Donc, détendons-nous, indignons-nous pour les choses qui le méritent vraiment, parce que dans 30 ans, à mon avis, on risque beaucoup plus de mourir à cause de la pollution que des mauvaises blagues. Oh. Bonne émission. Voilà, c'est Gaëtan Villa, bon CDD. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur l'appli MyCanal. Avant de passer à l'interview de Bernard Lévy, je voudrais vous demander de continuer à aider Stéphane Guillon. Il est vraiment dans une passe difficile. Participez au Guillonton. La cagnotte que nous avons lancée aujourd'hui s'élève à 1,01 €. Ouais, c'est pas beaucoup. Le livre est à 3242 exemplaires. Faites un effort, il n'a plus que ça pour vivre maintenant. Soyez gentils avec lui, s'il vous plaît. Et voilà, on passe maintenant à notre grand invité d'honneur de la semaine. Bernard Lévy, bonsoir. Il n'a qu'une philosophie, être accepté comme il est. Et malgré tout ce qu'on lui dit, il reste le poing levé. C'est Bernard-Henri Lévy. Ça n'est qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le poing levé. Bernard, Ariel a dit récemment que vous aviez un visage de Christ tourmenté. Oui, mais ce soir, on est là pour faire la promo des Parisiennes. Et après, il a multiplié les pains. Ouais. Alors, parlez de votre livre. Oui. Vous avez déclaré, je me casse la santé en écrivant des livres sur France Inter. Il y a quelque chose de christique, finalement, dans ce don que vous faites à la littérature. Totalement. Non, mais c'est vrai. Mais je crois que la littérature a quelque chose de christique, absolument. Il y a de la sainteté dans la littérature. Alors, Ariel a dit dans une interview sur France 2 que vous preniez des amphétamines pour écrire. Est-ce que vous vous cassez vraiment la santé pour écrire des livres? Je n'en prends plus. Voilà, j'en ai pris beaucoup. Et comme vous savez, mon cher Thierry, c'est pas très bon pour la santé, donc j'ai arrêté. Alors, Ariel vous trouve christique, mais elle a déclaré avec mon mari. Ne me regarde pas comme ça, tu l'as vraiment dit, tu vas voir. Mon mari?
Oui. Je ne dis jamais mon mari. Avec Mon Bernard. époux. Je dis mon amoureux. Avec Voilà. mon amoureux. Boum. Ben oui. Nous dansons tous les soirs dans notre lit et c'est bien plus que chick to chick. Oui. Je l'ai dit. Il faut dire oui, non ou quoi? Non, faut rien dire. Faut juste écouter la chanson. And I seem to find the happiness I seek when we're out together Thierry. dancing cheek to cheek. On attendait chick to chick. Et je crois que c'est... Je vous ai jamais vus ensemble sur un plateau de télévision. Et je vais vous dire la vérité, nous sommes tous les deux très embarrassés Ah bon? Oui. d'être là chez vous ensemble. Pourquoi? Parce que ça nous est jamais arrivé et parce que Ben, attendez, c'est... déjà, le fait que ça soit chez moi, je prends ça très bien. Non mais... Oui, C'est vrai, peut-être. mais quand même, moi en tout cas, ça m'intimide de savoir qu'Ariel est là. Moi, Quand sa femme est là, ça l'empêche de réfléchir. Je réfléchis moins bien, moins vite. Puis alors savoir que ma fille est là, ça m'énerve aussi. Bernard, vous êtes ici ce soir pour un livre, le 43e. Ma femme, mon cauchemar. Allez, stop. Qui s'appelle... Tais-toi. Qui s'appelle L'Empire et les Cinq Rois, publié chez Grasset. Le pitch, aujourd'hui, face au repli américain et au recul de l'Occident, progresse. 5 États autoritaires, belliqueux, nostalgiques de leur glorieux passé, à savoir la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie et l'Arabie Saoudite. 5 rois déchus, dites-vous, qui se battent pour dominer le monde. Qui se battent d'abord pour dominer leur peuple et aussi pour dominer le monde. C'est-à-dire ils font la guerre aux valeurs démocratiques, libérales, etc. Et cela chez eux et puis à leurs frontières, c'est-à-dire chez nous. Alors, après le fascisme, le communisme, l'islamisme, vous parlez d'une 4e vague. Voilà. Qui s'appellerait comment, alors? Qui est une vague illibérale, Voilà. ou voilà, on peut dire ça, L'illibéralisme. et qui sont les Cinq Rois. La 4e vague, c'est les Cinq Rois, c'est-à-dire cette espèce d'alliance de personnages peu sympathiques que vous venez de nommer. Et à mon avis, c'est aussi important ce qui se passe aujourd'hui que le communisme ou le fascisme-islamisme il y a quelques années. C'est une vraie menace pour les choses qu'on aime, pour la culture, pour la beauté, pour les blagues, pour l'humour, oui aussi. Aussi pour les blagues. Oui. Votre hantise, c'est le America First de Trump, c'est le désengagement de l'Amérique. Et vous dites, comme si nous revenions à un temps vertigineux et pour ainsi dire précolombien, où l'Amérique n'existait pas. C'est vrai que nous, qui sommes nés après la guerre, on a toujours pensé que les Américains étaient là, qu'ils étaient venus nous sauver 2 fois de suite. Il y a toujours le gendarme américain, on se dit, voilà, on est tranquille, on vit sous leur parapluie, mais ça va. Et là, d'un seul coup, l'hypothèse, c'est qu'il n'y a plus d'Amérique. Je crois que quand on regarde le monde du point de vue d'un terroriste de Daesh, du point de vue d'Erdogan, du point de vue des Iraniens, avec leur projet de bombe atomique, etc., pour eux, Christophe Colomb n'a pas existé. L'Amérique a disparu de la carte du monde. Ils se conduisent, ils s'ébrouent, ils s'agitent, ils se déploient, comme si l'Amérique n'existait plus. Alors ça, c'est la faute à Trump, c'est la faute à Obama, qui, il y a quelques années, au moment de l'histoire syrienne, la ligne rouge, etc., a décrédibilisé la parole américaine. Mais c'est vrai que l'état du monde d'aujourd'hui, c'est ça, et c'est effrayant. Alors, vous expliquez dans ce livre que le monde chiite et sunnite n'a pas été dénazifié. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont nazis, alors. Ça veut dire le monde arabe, le monde perse, c'est-à-dire iranien, et le monde turc. Ces 3 régions du monde ont été aussi nazies, ni plus ni moins que l'Europe. La grande différence, c'est qu'en 1945, l'Europe l'a reconnue, a fait un travail sur elle-même, difficile, compliqué, inachevé, pas assez, tout ce qu'on voudra, mais l'ont quand même fait. Alors que dans ces 3 régions du monde, il y a eu un décret, on a dit ça n'a pas existé. Et quand on dit qu'une chose aussi énorme que le nazisme n'a pas existé, quand on le refoule, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça revient comme une espèce de symptôme et de retour du refoulé. Et pour moi, l'islamisme radical aujourd'hui, le terrorisme, le Bataclan, hyper cacher, Daesh, le califat, tout ça, c'est le fruit de 2 choses. C'est le fruit d'une mauvaise interprétation, d'une certaine interprétation du Coran, premièrement, mais c'est le fruit aussi de ce vieux nazisme rance. C'est ça qu'on découvre. Qui est là, j'espère qu'on le découvre. Non, moi je savais que le grand moufti de Jérusalem était allé à Berlin rencontrer Adolf Hitler. Ça, oui, mais pas on seulement. le sait.
Il y a le grand mufti de Jérusalem, il y a Nasser, le fondateur de l'Égypte moderne, il y a Saddam Hussein et la famille Bachar al-Assad. Tout ça sont des gens qui ont été formés dans les années, dans leur jeunesse, par l'idéologie nazie. Alors, parallèlement, donc, vous avez signé l'appel des 300 contre le nouvel antisémitisme, qui est contenu dans les versets du Coran, puisque quand on lit le Coran, effectivement, il y a un appel au meurtre des Juifs, des catholiques, etc. Quelques versets de quelques sourates, en particulier la 9e sourate du Coran, appellent au meurtre contre les chrétiens, contre les apostats, contre les femmes... Contre les infidèles en général, quoi. Oui, contre les femmes qui, de leur point de vue, se conduisent mal, et contre les juifs. Et en effet, ce que je souhaite depuis très très longtemps, avant même ce manifeste, et dans mes livres, c'est qu'il est temps que les musulmans fassent ce que les chrétiens ont fait, ce que les juifs ont fait, quoi. Réactiver la tradition d'exégèse et d'interprétation qui a existé en islam, qui a été une des grandeurs de l'islam, mais qui s'est sclérosée, ça oui. Alors, vous dites Bachar égale Daesh. Oui. Non. Si. Non. Non. Mais attendez, comment pouvez-vous dire ça? Mais je vous le dis pour deux raisons. Qu'on commence par utiliser Bachar pour détruire Daesh et qu'ensuite on détruise Bachar, c'est ce qu'on a fait avec Staline. On a commencé par utiliser Staline pour détruire Hitler. D'abord, les Horaces et les Curiaces. Oui. À l'époque de Staline et Hitler, d'abord, j'attire votre attention sur le fait que les intellectuels les plus dignes, les plus grands et les plus honorables, c'est ceux qui disaient quand même que s'il pouvait y avoir une troisième solution qui ne soit ni Hitler ni Staline, ce serait bien. Oui, mais il y en avait pas. Il y en avait, si, en 1900, si, il y en avait quelques-uns. Il y avait André Breton, il y avait Benjamin. Vous savez bien que sans les Russes, on ne serait jamais venu à bout. Bien sûr, parce qu'il y a un moment. Stalingrad, on ne serait jamais venu à bout d'Hitler. Mais pendant très longtemps, attendez, pendant les premières années de cette guerre, c'est ça que j'explique. Pendant les premières années de cette guerre, on avait le choix. Parce qu'il y avait une troisième force qui était les démocrates syriens. Il n'y en a plus. Ah ben, il n'y en a plus. Parce que Daesh et Bachar, ensemble, les ont liquidés. Bien sûr. Et parce que pourquoi Bachar et Daesh, ou Daesh et Dachar, c'est la même chose? Pour deux raisons, mon cher Thierry. Premièrement, les leaders de Daesh en Syrie, c'est Bachar al-Assad qui est allé les chercher dans leur prison et qui les a libérés, qui les a lâchés dans la nature. Première raison. Deuxième raison, c'est que quand les avions de Bachar al-Assad avaient le choix entre bombarder une position démocrate ou une position Daesh, il bombardait toujours la position démocrate. Et il épargnait la position Daesh, avec ses alliés russes. Poutine fait partie des hommes qui se sont dit, il vaut mieux Daesh que la démocratie en Syrie. Maintenant, je vais vous montrer le philosophe français qui est aux antipodes de ce que vous pensez, vous, de vos positions. Oui. C'est Michel Onfray. Oui, peut-être, oui. Le jeune chef de l'État français, Emmanuel Macron, aura donc eu, lui aussi, sa guerre. C'est une manie chez les chefs d'État maastrichtiens depuis le Mitterrand de la première guerre du Golfe, je le rappelle, 1991, que de mener des guerres offensives à des pays qui ne nous ont rien fait, sous prétexte qu'ils pourraient nous nuire, ce qui, de ce fait, les met en position de nous agresser. À qui fera-t-on croire que l'Irak de Saddam Hussein ou la Libye de Kadhafi menaçaient la France, puisque ces deux chefs d'État ont été invités de marque de l'État français pendant des années? Qui dit dans les médias dominants que depuis 1990, ces guerres menées au nom des droits de l'homme ont aujourd'hui causé la mort de 4 millions de musulmans, dont la plupart sont des innocents? Soudain, avec cette expédition punitive, Donald Trump devient fréquentable par la clique maastrichtienne. Ses journalistes, ses éditorialistes, ses conseillers, ses élus de droite et de gauche, ses intellectuels. Voilà donc Attali, Minc ou BHL ralliés au panache blond de Trump. On rêve. Évidemment, mon rêve, c'est de vous réunir sur un plateau. C'est très difficile. Vous avez quoi à lui dire quand il vous dit que finalement, on s'occupe de choses qui ne nous regardent pas, que le droit d'ingérence, finalement, c'est du néocolonialisme? Mais je l'admire beaucoup, le jeune Onfray, d'arriver à être aussi indifférent au sort du reste du monde. Parce qu'à supposer même que tous les gens qu'il vient d'évoquer ne nous menaçaient pas, nous. À supposer qu'ils ne menacent pas 40 ans ou Paris. On doit se laver les mains, on doit se moquer comme de l'an 14 des horreurs qu'ils commettent en Libye, en Syrie, dans le reste du monde. On doit se moquer des victimes de l'attentat de l'avion de Lockerbie. Il y a là, dans ce genre de discours, mais je dis ça sans esprit polémique, dans ce discours munichois, qui dit en gros, tant qu'on n'est pas menacé chez nous, on s'en fout et il ne faut pas aller les provoquer. Il y a une froideur
une cruauté et une indifférence au reste de l'humanité qui me sidère. 4 millions de musulmans qui ont été tués dans toutes ces guerres, quand même. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces contes d'apothicaires? Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est faux, ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu, dans la guerre de Syrie, dont on s'est lavé les mains froidement, il y a eu 500 000 morts, ça c'est vrai. On sait que le dernier bombardement chimique, il y a des dizaines de petites filles et de petits garçons qui sont morts avec de l'écume aux lèvres, et il y a des pleutres qui demandent des preuves, qui demandent qu'on réunisse le Conseil de sécurité. Je vais vous dire, Bernard, entre nous, on comprend mal pourquoi, maintenant que Bachar el-Assad a gagné la guerre, il irait gazer des gens. C'est quand même un peu con. Il est peut-être con, mais pas à ce point-là, quand même, si. Ben, il est peut-être... Imaginez que Bachar soit con. C'est pas totalement exclu, vous savez. Oui. Il ne faut pas être fasciné par les dictateurs, Thierry Ardisson. Les dictateurs peuvent être cons. Fasciné par les rois, pas par les dictateurs. Oui, ils peuvent être cons. À ce moment-là, pourquoi on ne s'occupe pas du Yémen? Parce que c'est l'Arabie Saoudite qui tue des gens là-bas. Mais je regrette qu'on ne s'occupe pas du Yémen, mais bien entendu. Bon. Mais dans ces histoires-là, c'est vrai, il y a toute une philosophie sur ces questions qui est la philosophie de la guerre juste. C'est vrai que c'est très difficile. On ne peut pas déclarer la guerre à la terre entière. Il y a des conditions pour cela. Il faut être sûr que le mal que l'on va faire sera moins grand que le mal que l'on prévient. Il y a toute une réflexion à avoir. Alors c'est vrai que c'est compliqué au Yémen, c'est vrai que c'est devenu très compliqué en Syrie, mais c'est vrai que je ne me pardonne pas, moi en tout cas, c'est une chose oui, je sais que vous regrettez qu'on ne soit pas intervenu en Syrie il y a quelques années. Une des rares choses dont j'ai honte dans ma vie, tiens, on parle de toi. De ne pas avoir été... Ah non, c'est une des choses dont je suis fier. C'est de ne pas avoir été capable, depuis 7 ans, de convaincre mes compatriotes, de convaincre mes cotériens que ce qui se passait en Syrie était une horreur. Alors Bernard, le livre se vend bien. Il est 2e des livres de philosophie sur Amazon. Bravo. Stéphane Guillon, il est 26 millième. Vous voyez là. Non mais c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est vrai. Et pourtant, son livre n'est pas mal. Non, bravo. En revanche, sur les réseaux sociaux, c'est épouvantable. Vous dites l'adoration me fait plaisir, la détestation ne me fait pas mal. Moi, j'ai regardé un peu les tweets qui sont balancés sur vous. Là, je dois dire quand même, là, ça devient très grave. Là. Toi et tes petits chiens de copains, vous êtes la 5e colonne israélienne, sale traite, tu mérites d'être saigné comme un porc. Comprends vraiment pas que ce type soit toujours en vie. BHL, faites-vous plaisir, achetez une corde et faites-en bon usage. Enfin, je pourrais continuer comme ça, il y en a plein. Non, mais le premier, j'étais bourré, pardon. On est quand même dans une société où là, ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire que c'est un appel au meurtre. C'est ce que je décris, en effet, dans les chapitres américains de mon livre. Twitter est devenu une bombe à fragmentation. Vous parlez des GAFA, absolument. Qui est en train de détruire le lien social, qui est en train de détruire ce qui fait lien entre les hommes. Ça crée une violence inouïe. Il y en a marre de l'impunité de Twitter. On doit pouvoir, techniquement c'est possible, Twitter doit pouvoir répondre de ce genre de cochonnerie. Ben, normalement, oui. Voilà. N'importe quel journal français qui publierait ça, il aurait une amende qui l'obligerait à fermer. Dommage que tu n'aies pas été, E-T-A-I-T, déjà on voit les imbéciles qui écrivent ça, attaché à l'une de ces bombes. Non, mais... En plus, c'est faux parce qu'il est très attaché à une bombe. Ah ça, voilà la première. Voilà, enfin la fille se réveille. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Bravo Laurent. Last but not least, dans le numéro de l'Express dont vous faites la couverture, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand et homme respectable s'il en est, dit « BHL attache une importance disproportionnée à la question de l'attitude envers les Juifs, puis envers Israël, qui serait la genèse mentale de tout. » Oui. Est-ce que finalement, mais c'est pas un reproche simplement, il faut le savoir, est-ce que vous ne voyez pas le monde à travers le sort des Juifs ou le sort qui pourrait être celui des Juifs? Non, je vois le monde d'abord, quand j'écris, quand je pense, je vois le monde d'abord à travers le prisme de mon pays, de sa noblesse et de sa grandeur. Deuxièmement, je vois mon pays à travers ce qu'on appelle les droits de l'homme, dont on se moque beaucoup, quelques philosophes de Café du Commerce, mais auquel moi je crois toujours. Beau, mon frère. Et par ailleurs,
c'est vrai qu'il m'arrive d'être très inquiet pour Israël et je pense que un monde avec Israël est mieux qu'un monde où Israël n'existait pas et que quand Israël est menacé, je pense que ça va bien au-delà du sort d'Israël. Vous avez déclaré le 11 novembre 2011 au CRIF, au sujet de la Libye, « J'ai porté en étendard ma fidélité à mon nom et ma fidélité au sionisme et à Israël. » Oui. Oui, d'accord. Enfin, c'est-à-dire que si vous avez engagé la France, ce que ça veut dire quand même, hein, si vous avez aidé à engager la France dans une guerre au nom d'Israël, c'est ce que vous avez dit là. Pas au nom d'Israël. Je voulais dire une chose, attendez, il faut une chose très précise. Ça veut dire que lorsque j'étais en Libye, lorsque j'étais face à des foules de jeunes Libyens sur la grande place de Benghazi qui agitaient des drapeaux de la France et que je leur parlais, je jouais carte sur table, je leur racontais pas de salade. Je leur disais que j'étais français, et je savais que je parlais dans un pays qui avait une solide tradition antisémite, et je leur disais que j'étais juif. Et pourquoi c'était important? Parce qu'il était vital que dans ce pays, on sache que des Français, des Occidentaux et des Juifs, qui sont considérés comme étant des ennemis héréditaires du monde arabe, étaient à leur côté. C'était tellement important pour aller contre cette idéologie horrible de la guerre des civilisations que les despotes arabes avaient alimentée pendant des décennies. Donc c'est ça que je voulais dire. Et ce message était très important. Je rappelle le titre de votre livre, L'Empire et les Cinq Rois, publié chez Grasset. Alors vous avez publié sur Instagram des photos de votre manuscrit. Vous êtes bien allumé, hein? Oui, mais en tout cas, ça prouve que bien allumé. Alors, nous, on a fait un zoom, voilà. Ça, c'est pas tout à fait mon écriture. Ah bon, maintenant, on va profiter du texte. Oui. Ouais. Est-ce qu'on peut apporter les fiches à texte? Faut redescendre. Montrez-moi la fiche. Non, attendez. Tu peux pas la voir, parce que ça, c'est bureau de censure. D'accord. Il est intervenu. Ah, c'est ça le piège. Oui, ne le regarde pas. Ah, moi, je l'ai pas vu. Hein. Oui. Aucune de ces questions n'est vraiment embarrassante. Voilà, ça va. Comme ça, on ne pourra pas dire que j'ai eu les questions avant, je les ai en direct. Tu les as pas eues avant, bon, ça c'est sûr. Allez, allez-y. Et moi non plus. Et voilà, texte, au boulot. Bon, alors, texte, faites-nous les amours. Ça, c'est énorme. C'est ça. C'est-à-dire que vous serez les seuls à avoir de nouveau les amours avec texte, puisque maintenant c'est Bruno Guillon, et puis c'est pas n'importe qui le couple. Voilà. C'est Bernard-Henri Lévy, Ariel Dombal quand même. Ariel Dombal et BHC à l'interview Les Amours. Ariel, quel est le principal défaut de Bernard? Il n'en a pas. Il n'en a pas, bravo. Pardon, mais cette femme parle sous la contrainte. Malheureusement, non. Bernard, quand vous êtes-vous rencontrés pour la première fois? La première rencontre, c'était où? C'était devant la Scala de Milan. Ariel s'apprêtait à chanter Mozart et moi je m'apprêtais à parler de Freud et de Lacan. D'accord. Et est-ce qu'elle a utilisé la flûte enchantée? Je reste dans l'esprit. C'est pour ça qu'il a été viré. Je reste dans l'esprit. J'ai ravi la flûte enchantée. Voilà, exactement. Et c'est moi qui ai utilisé. Bien sûr. On est totalement convivial. Bernard, Boss, fais ton boulot. quelle est l'insulte préférée d'Ariel? Diantre. Je crois que c'est diantre. Diantre ou sacre bleu. Alors honnêtement, franchement, Ariel n'insulte pas. Elle n'insulte pas? Non, mais c'est vrai. non. Elle est tellement gentille. Elle est tellement gentille. Bernard, aux grosses têtes, elle dit souvent fils de pute aux grosses têtes. Mais j'écoute pas les grosses têtes. Je n'ai Ariel, à part les grosses têtes. Ariel n'est pas victime des passions tristes, comme vous dites. Oui, c'est-à-dire qu'elle est Et tellement si, positive, justement, elle bien est sûr. tellement positive qu'elle n'insulte pas. Voilà, donc on est bien. Continue. On est avec deux petits lapins blancs dans la forêt, on est très bien. Ariel, il se lève à quelle heure le matin? Parce qu'il travaille le soir. Il travaille et le soir et le matin. Ouais. Donc il se réveille aux aurores, souvent 4h, 5h du matin. 4-5 heures Oui. du matin. Et qu'est-ce qu'il fait, la première chose qu'il fait en se levant? Il m'embrasse. Genre dans la famille, personne ne pue de la gueule au réveil. Drôle de question, vous connaissez le poids d'Ariel?
À 800 grammes près. Je le connais physiquement. Je le connais pas. Voilà. Eh ben, figure-toi, C'est pas beaucoup, hein. Te concernant, en Elle est livre. montée à 13 kilos, figure-toi. Oui, non, mais Elle a beaucoup pris ces derniers temps. Je sais exactement, par exemple, il lui arrive d'oublier de manger quand je ne suis pas là, et ça, je le devine immédiatement. Je n'ai pas d'accord. besoin de connaître le poids, mais je sens ça. Combien d'hommes Ariel a-t-elle connu? On va aller au bout, on verra. Moi, je connais la réponse. Ouais, moi aussi. J'ai même rajouté un chiffre, hein, pardon. Si on ne compte pas Bafi, je pense 2. 2. Voilà. Ah, tu savais ça Il me aussi. semble. Mais Donc vous connaissez depuis longtemps. Ariel, à quel âge Bernard... Alors ça c'est une demande de... Bon, jamais on poserait ça aux amours. Ah bon? À quel âge Bernard a-t-il eu son premier rapport sexuel? Et on rappelle que la famille ne compte pas. Mais tu peux avoir un joker. Ça veut dire quoi, un joker? Un jus de fruits. Tu peux dire celle-là, je veux pas y répondre. ne répondez pas à ça. Non. Non. Refusez de répondre, c'est ça le joker. Voilà. Pourquoi? Voilà. C'était trop tôt ou trop tard? Bernard, alors moi on va de pire en pire, j'ai regardé les dernières avant de dire... Bernard, où avez-vous fait l'amour pour la dernière fois? À l'Académie française. Dans mon lit, mon cher On est aux amours, Quels sont les préférences? On n'est plus aux amours. Ariel, quelles sont les préférences de Bernard quand il fait l'amour? Joker. Là, c'est moi qui demande le joker. Moi, je sais. S'il a une imagination infinie. Allez, celle-là, elle est gentille, la dernière. Ariel, quel est le lieu où Bernard veut finir sa vie? Dans mes bras. Oh, Là, j'ai pas mieux, voilà. Ah, c'est bien. Voilà, c'était la peur de SLT. On se retrouve après la pub avec Alex Vizorek. À tout de suite. Rebonsoir les terriens du samedi. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Bernard Lévy, des Parisiennes, de Tex, de Jérémy Crédville et de Laurent Baffy. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des infos de Viso. Bonsoir à tous. Comment ça va? Eh ben très bien. Grosse semaine. On va attaquer tout de suite par la politique. L'événement de la semaine, eh bien, c'est la visite d'Emmanuel Macron à Donald Trump. Alors on le voit, hein, c'était Brokeback Mountain à la Maison Blanche. Et une des photos qui a fait le tour du monde, c'est celle-là, Trump et Macron, comme ça, enterrant sous un arbre le socialisme. Et non, mais les mecs sont censés négocier un accord sur le nucléaire iranien et tu les retrouves en train de tourner un épisode inédit de Silence ça pousse. Et l'autre image qui a amusé tout le monde, eh bien, c'est celle-ci. On voit Trump balayer les pellicules sur le costume de Manu. Ce qui nous rappelle que si c'était Alain Juppé, le président de la République, ça ne serait jamais arrivé. Emmanuel Macron qui avait choisi Fox News pour faire son interview, il a déclaré « I'll make France great again ». Alors surtout pour l'instant, il a réussi à « make France grève again », mais... Alors cette phrase, évidemment, il l'a repris à Trump, qui avait dit « We'll make America great again ». Alors on espère que Donald Trump va lui rendre l'appareil lors de sa prochaine interview sur BFM TV en disant « Kim Jong-un is so croquignolesque, Vladimir Poutine is giving some poudre de perlimpinpin, and Bachar el-Assad says a lot of carabistouille ». On revient en France avec cette affaire, les militants d'extrême droite qui bloquent un lieu de passage des migrants. C'était dans les Alpes. Il s'agit du groupe Génération Identitaire qui, ce jour-là, n'avait pas envie que les bronzés fassent du ski. Et je vais vous dire, apparemment, ils ont même bloqué une piste sous prétexte qu'elle était noire. Et la photo qui a beaucoup choqué, c'est celle-ci qui a été tweetée, on va le voir, par Romain Espino. Et on le voit chasser une personne en mettant ce texte « Au revoir et ne reviens plus ». Ce qui, sémantiquement, est déjà une antithèse, puisque quand on dit à quelqu'un « au revoir », ça sous-entend qu'on espère le revoir. Et c'est probablement pas l'intention du garçon en doudoune bleue, comme le laisse sous-entendre la locution « ne reviens plus ». Mais c'est peut-être pas un hasard, du coup, s'il maîtrise pas notre langue, puisqu'il s'appelle Espino, ce garçon. Et c'est donc la question qu'on en
droit de se poser. Est-ce que tu peux vraiment lutter contre l'immigration quand tu as un nom de famille espagnol ou italien? Ce à quoi Éric Ciotti répond oui, mais j'ajouterais que si vraiment tu veux être cohérent, mon Romain, maintenant, tu vas devoir accompagner ton grand-père à la frontière. Et en réponse à cette action, eh bien, Gérard Collomb n'a pas hésité à prendre ses responsabilités. Il a annoncé l'envoi de renforts importants dans les Alpes. Gérard Collomb, qui nous prouve qu'il n'a pas usurpé son nom de famille, puisque comme l'organe, il est tout ridé et il expulse un maximum. Toi, t'as eu l'image. Tu t'es fait l'image. Oui, il fallait pas. Politique française toujours. C'est plus drôle cette fois-ci. Bruno Le Maire qui a fait cette photo et qui nous a tweeté avec Robert De Niro. Ils sont mignons tous les deux. D'un côté l'incorruptible et de l'autre côté le plus facilement corruptible. Bruno Le Maire qui sur son tweet s'est fendu d'une célèbre réplique de Robert De Niro en écrivant « You're talking to me ». Et bon, on peut imaginer que si c'était Gérald Darmanin qui avait été sur la photo, il aurait tweeté « You fuck my wife ». Et gouvernement, oui, le temps que ça vienne. Hein. Oui, tu traduis dans ta tête, oui. Je l'ai, je sais. Gouvernement toujours. Muriel Pénicaud, elle l'a affirmé, elle a dit « On a besoin des syndicats ». Alors, on va pas se mentir, quand on voit notre ministre du Travail, on se dit plutôt qu'on a besoin des coiffeurs. Non, mais c'est pas bien. C'est facile, c'est pas bien de se moquer, mais c'est elle qui a commencé en se moquant des syndicats. Politique internationale. Les services secrets français savaient que Lafarge finançait l'État islamique en Syrie. Les services secrets français, c'est du béton. Il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mots avec Lafarge. Oui, bah, j'ai bossé. Et de la matière grise aussi. Bim! Ah, mon co-auteur, je te félicite. En tout cas, ça fait plaisir de se dire que quand on se prend une balle pendant un attentat, c'est peut-être du Made in France. Respect. Judiciaire, on est mal Thierry, je suis désolé, on est mal, je peux pas ne pas en parler, mais Vincent Bolloré, oh merde, ça devait tomber une fois dans l'année. C'est l'actu. Alors bon, je tiens à préciser que toute la partie que je vais dire maintenant a été écrite par Stéphane Guillon. Plus sérieusement, suite à cette affaire, Vincent Bolloré a quand même eu pas mal de soutien sur Twitter et j'en ai repéré quelques-uns. Nicolas Sarkozy qui lui dit « T'inquiète pas mon Vincent, il ne trouve jamais rien ». On a Jawad aussi, sympathiquement, qui lui dit « Salut Vince, je suis dans le bureau d'à côté, viens me dire bonjour. C'était pour rendre service, monsieur ». Et même vous, Thierry, vous avez été assez classe en tweetant « Vincent revient, j'ai des salaires à payer, moi ». Judiciaire toujours Nordal-Lelandais, impliqué dans la disparition de Lucie Roux, point d'interrogation, ouvrez les guillemets, ils étaient peut-être amis. Heureusement, parce que qu'est-ce qu'ils lui auraient fait s'ils avaient été ennemis, quand même? Et société... 300 personnalités signent un manifeste contre le nouvel antisémitisme en France. Vous en avez parlé. Alors moi, je ne veux pas faire de l'humour avec ça. Je dirais juste que quand on voit à quel point l'antisémitisme est encore présent en France, ça prouve au moins une chose. Si le lobby juif existe vraiment, alors c'est que ses membres sont plutôt incompétents. Ouais. Et quand je dis je ne ferai pas d'humour avec ça, c'est que voilà, moi je suis goy pratiquant, enfin goy quand même, quoi, par défaut. Quand je fais une blague sur les juifs, alors c'est pas tant la réaction des juifs qui me fait peur, c'est celle de leur mère. Thierry, moi qui m'envoie. Je me regarde quand même. Et suite à cette tribune, il y a eu un autre article, celui-là, les musulmans seraient divisés sur ce nouvel antisémitisme. Donc apparemment, certains préféraient plutôt l'ancien antisémitisme. Important de le savoir. Celle-là, elle est bonne. Ah ouais, non. Ouais, non. Et ça fait plaisir. C'est touchy. Non, mais là, c'est presque de l'humour juif. Non, parce que j'admets très volontiers que les meilleures vannes sur les juifs, c'est toujours eux qui les font. Et d'ailleurs, par exemple, cet article, cette semaine, on apprend qu'une lettre antisémite de Richard Wagner sera vendue aux enchères à Jérusalem. Donc je résume. En Israël, on va demander à des juifs de faire des enchères pour une lettre dans laquelle on dit certainement qu'ils sont radins. Donc voilà, j'adore l'humour juif, rien que pour ça. Allez, les brèves.
À Antibes, ivre, virgule, il vole un ordinateur, une tablette et des billets de 100 € sur un bateau avant de s'endormir dessus. Là, je crois, Thierry, qu'on tient le François Hollande du crime. Finistère, contrôlé à 161 km/h au lieu de 70, il déclare « J'avais peur de Calais ». Je vous cache pas que j'utilise moi-même cette excuse chaque fois que je suis victime d'éjaculation précoce, mais quand même, c'est la blague classe de la semaine. Voilà. Bourgogne, plus triste cette fois-ci, un homme meurt noyé, emporté par la truite qu'il pêchait. Alors non, c'est hyper triste, mais c'est quand même la première fois dans l'histoire de la pêche que c'est le papa truite qui revient chez lui et qui dit « Chérie, t'imagines pas ce que j'ai pêché aujourd'hui ?» Une brève technologique qui a retenu mon attention. Des robots assemblent des meubles Ikea en moins de 9 minutes. Bientôt, ce sera possible. Alors, si en plus ils sont équipés de vibromasseurs, nous les hommes, à quoi on va servir? Je vous le demande. Passons à la culture. Chaque semaine, pour terminer, je propose la visite culturelle de la semaine. Et cette semaine, je vous emmène en Belgique, près de Bruxelles, au château de Gazbeek, avec l'exposition Vanity Fair. Alors, c'est une expo qui veut créer un dialogue entre deux artistes belges, Félicien Rops, peintre du 19e, et Thomas Leroy, sculpteur contemporain flamand. Deux artistes qui ont pour thématique la mort et le déclin. Alors, bon, je me concentrerai plutôt sur le moins connu des deux, mais je vous donne des idées un peu de l'œuvre de Félicien Rops. Cette image, peut-être vous la connaissez, c'est l'un de ses tableaux les plus célèbres, Pornocrates, où l'on voit une femme qui tient en laisse un cochon. Autant vous dire que si vous montrez ce tableau à Tariq Ramadan illico, il vous fait un AVC. Et une autre œuvre symptomatique de Rops, c'est La mort qui danse. Voilà. Comme quoi, bien qu'elle le reprochait parfois à ses miss, Geneviève de Fontenay soulève parfois la jupe elle-même. Passons à son héritier, Thomas Leroy. Alors c'est lui, à ses pieds, une de ses œuvres, on va la voir un petit peu mieux, voilà, qui ressemble un peu à une fouille de la terrasse de Xavier Dupont de Ligonnès. Leroy qui aime jouer avec l'inachevé. Alors on va voir ici, on reconnaît un petit peu Rachida Dati qui sort de son chirurgien esthétique. Et autre œuvre réparée, on va le voir, Dame réparée. Voilà, en même temps, si c'est pour avoir l'air aussi con en tenant deux ballons, c'était pas nécessaire de lui remettre des bras à la Vénus de Milo. Et enfin, celle-ci que j'ai bien aussi assez refaite, voilà, œuvre qu'on pourrait appeler le grand Grégory, du coup. C'est bien. Oui, c'est bien ça, non? Et il y a pas mal d'humour dans l'œuvre de ce sculpteur. Alors, on va voir celle-là, que j'aime assez. Alors, on ne sait pas si on peut parler de sculpture, de bulles à verre, du chanteur Renaud en train de transpirer après un concert. Si on... Et j'aime bien l'humour chez cet artiste. Regardez le suivant, c'est peut-être une de mes préférées. Voilà, c'est une œuvre sans doute intitulée « Devenir Jésus en autodidacte ». Et sans transition, un urinoir. Alors évidemment, c'est un double hommage à l'art, featuring entre Le Penseur de Rodin et l'urinoir de Marcel Duchamp. Œuvre qui n'est pas sans rappeler une fin de soirée réussie pour Jean-Vincent Placé. Et puis les dernières que j'aime beaucoup, c'est une série de visages barbus comme ça, que leur corps n'arrive pas à soulever, sorte de philosophes dont la tête l'empêche d'avancer, mais bien sûr ça reste de l'art. Dans la vie, on sait qu'il n'y a pas de philosophes qui ont la grosse tête, ça n'existe pas. Allez-y au château de Gazbeek jusqu'au 10 juin, parce que l'art c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on y comprend rien qu'on peut en parler. Bravo. J'étais avec Vizorek aussi la semaine prochaine et en tournée dans toute la France. Bernard et Lévi, merci. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Allez, amoureux! Allez, amoureux! Je vous laisse avec ces mauvais garçons. Ils font des bisous! Courage! Et voilà, et on passe maintenant à notre terrien du samedi soir. Alexandre Lafont, bonsoir. Bonsoir. À l'âge de 15 ans, vous vous mettez parfois à perdre connaissance et un an plus tard, le diagnostic tombe, vous êtes épileptique. En 5 ans, vous aurez plus de 50 crises d'épilepsie, parfois
jusqu'à 3 par semaine. Mais en vous inspirant des comics que vous lisez à l'hôpital, vous finirez par donner un sens à votre maladie et à sensibiliser le grand public en créant un personnage, Epileptic Man, sur YouTube. On regarde à quoi ça ressemble. La plupart des gens pensent qu'une crise d'épilepsie, ce sont des bavements, des convulsions, une perte des urines, une perte de conscience. Ça, c'est juste le cas de la crise tonico-clonique, un cas parmi tant d'autres. C'est la plus répandue et la plus stéréotypée. Et en France, on estime qu'il y a environ 500 000 personnes, presque 1% de la population, qui souffrent de ce mal. Et presque 300 000 personnes qui ne peuvent pas être soignées par des traitements ou par la chirurgie. 300 000 personnes qui souffrent au quotidien. Et étrangement, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Alors, cette incroyable histoire, vous la racontez dans un livre intitulé « Je suis Epileptic Man », publié chez Plomb, et ce soir, dans Salut les terriens. Alors, on va reprendre les choses au départ. Alexandre Lafont, vous êtes né le 9 novembre 1996 à Grenoble. Votre père est prototypiste dans les réfrigérateurs professionnels, c'est-à-dire qu'il construit des prototypes, en fait, c'est assez drôle. C'est ça, c'est un peu en dessous de l'ingénieur, en fait. Ouais. Votre mère est technicienne de surface. Au collège, vous êtes un enfant normal, vous aimez la natation et vous découvrez la culture avec l'ordinateur que votre père vous offre. Wikipédia. Et puis un jour, vous avez 15 ans, vous êtes en cours de sport, vous êtes assis avec un ami dans les gradins, il vous propose de vous échauffer. En vous levant, vous êtes pris d'un vertige léger. Puis tout commence à vaciller autour de vous. Et là, c'est le trou noir. Vous entendez un sifflement, vous vous noyez, vous tombez et vous vous réveillez un quart d'heure plus tard. C'est la première crise d'épilepsie de votre vie. C'est ça. Vous vous en souvenez, là? Pas des masses, mais Pas maintenant plus que que vous ça, en parlez, ouais. il y a des souvenirs qui remontent, c'est pas très agréable. Ouais. Alors, vous savez pas ce que c'est, évidemment. Ensuite, les crises se multiplient et elles surviennent toutes les 3 semaines. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il faudra 1 an au Toubib pour trouver de quoi vous souffrez. Ils disent que c'est de la fatigue, ils disent que c'est du stress, ils disent que c'est de l'hypoglycémie. Ouais. Il y en a même qui vous accusent de simulation. Ouais, je pense que c'est très compliqué, même pour le milieu médical, de reconnaître une crise d'épilepsie. Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être des crises de tétanie, ça peut être des crises psychogènes, d'origine psychologique. Donc je pense que le milieu médical, et peut-être même encore plus en France, il a vraiment du mal à suivre par rapport à cette Hanouna a été dépisté très vite, quand même. Alors, pour expliquer simplement l'épilepsie, c'est en fait les plombs qui sautent d'un coup. C'est-à-dire que les 86 milliards de neurones du cerveau se déconnectent brutalement. C'est ça, en fait. Ouais, c'est entièrement ça. Ouais. Je pourrais pas résumer C'est un mieux. bug. C'est un bug, complètement. Ah, je savais pas que j'étais venu faire l'émission de Michel Simès. Déjà, tu viens faire une émission, c'est pas mal, déjà. Alors, les médecins, évidemment, tâtonnent pour vous trouver un traitement, pour vous trouver des dosages, évidemment, à vos médicaments. Résultat, vous faites 2 crises par mois, c'est quand même une crise tous les 15 jours, mais vous êtes scolarisé normalement, en fait. Ouais. Je me suis toujours démerdé pour suivre un cursus comme les autres. Vous avez des crises en classe, des fois. C'est principalement d'ailleurs des crises en classe. Ouais. Et dans ces cas-là, comment ça se passe? Bah, moi, j'en sais rien. Ouais. Et comme par hasard, pendant des contrôles. Exact, au moment où ça l'arrange. Merde. Quand ça se passe, bah, le cours est foutu, généralement. Ouais, c'est ça, ouais. On arrête le cours, il y a les pompiers qui arrivent, civière, on dégage. C'est-à-dire que vous n'avez rien de prémonitoire, vous n'êtes pas averti d'une crise, ça vous tombe dessus comme ça. Quoi. Ah, ce serait trop drôle si on pouvait deviner un petit peu avant. Non, ça comme me la tombe foudre. dessus. Ouais. C'est ça. Alors, 1 an plus tard, vous avez 17 ans à l'époque, arrive le bac français. Et là, vous êtes tellement stressé que vous allez faire un ulcère, parce que vous dites, si ça m'arrive pendant le bac... Ouais. Et non. Non. Vous vous êtes contrôlé pendant l'examen. J'étais bourré de médicaments, comme pas permis, bourré d'antidépresseurs,
De Valium, de tout ce qu'il fallait pour que je plane limite pendant l'épreuve. Et ces médicaments doivent vous interdire de réfléchir quand même, ça doit être plus difficile, non? Autant que les crises. Hein. Ouais. Après une crise, je suis autant amorphe qu'après une prise de médicaments. Ouais. Alors, vous aurez le bac français, mais la vie n'est pas rose pour vous. D'abord, l'alcool vous a interdit. Vous buvez pas, là? Après, je vais picoler un petit peu quand même. Ah ouais, quand même. On se boire une petite bière. Hein. Alors, les copines vous larguent. Faut dire que le traitement réduit la libido, je savais pas moi. Ouais. Dans mon cas, ça a été. Commence pas. C'est bon. Le contraire de la libido, c'est le bidoli. Il a la chance d'avoir Tex avec nous. Ah oui, les gars. Franchement. Qu'est-ce qu'il a manqué à la France, ce mec-là? Putain, quand je pense qu'ils l'ont viré. Tu sais, ça fait 4 mois de Ils l'ont vannes que je viré sur retiens. France 2. Le mec, il tient plus. 4 mois qu'il attend de faire ses vannes. Ouais. Et alors, ce qu'il y a de terrible, c'est que ça complique les rapports intimes. Parce que vous êtes en train d'embrasser une fille, Ariel. Et à ce moment-là, vous avez une crise d'épilepsie. Mais ça peut être sexy, hein. Sauf quand vous lui mordez la lèvre. C'est ce qui est arrivé à Alexandre. Je vous confirme que non. Hein. C'est tout sauf sexy. Vous mordez la lèvre de la fille. Ouais. Attends, c'était un cunilingus? Non. Exactement. Le pire est qu'à venir, le proviseur vous exclut pour 2 semaines. Jusque-là, l'école était assez compatissante. Ça allait. Et là, d'un coup, ils disent on ne veut pas le voir, quoi. C'est ça. Du jour au lendemain, alors que j'avais déjà fait des dizaines de crises au lycée. Et j'avoue que j'ai pas trop compris cette réaction et je la comprends toujours pas aujourd'hui. Hein. Vous êtes même interdit de natation alors que vous adorez la natation. Parce qu'ils pensent que vous pouvez avoir une crise pendant le cours de natation. Pendant le cours de sport. Alors que l'année d'avant, ils m'avaient autorisé à faire de l'escalade. Ouais. C'est quand même très bizarre. Sur l'échelle, j'ai pas tout compris. Ouais. Alors, vous passez le bac seul, dans une salle spéciale. Capitonnée. Avec un parent dans la salle à côté. Oui. Un de mes parents qui devait assister pendant 4 heures d'épreuve, assis sur une chaise pourrie aussi à m'attendre. Ouais. Pendant cette épreuve, vous surmontez une crise. Vous l'avez surmontée comment, c'est-à-dire? Bonne question. Sinon, je le ferai à chaque fois. J'en ai aucune idée. À la fac, vous faites un cursus STAPS pour devenir coach sportif. La fréquence des crises augmente. Vous passez de 1 par semaine à 1 tous les 2 jours. Alors, comme il vous faut 1 semaine pour vous remettre physiquement et psychologiquement, quand vous faites une crise tous les 2 jours, c'est plus possible, quoi. Non, on n'arrive pas trop à tenir. Hein. Il y a une crise qui est terrible dans votre bouquin, c'est le jour où vous vous réveillez sur un bord de trottoir avec l'épaule détruite, la tête ensanglantée, sans téléphone et vos clés incrustées dans la chair de votre cuisse. Du coup, je les mets toujours maintenant dans la poche de la veste. Maintenant, oui. Maintenant. Je me fais plus avoir 2 fois, là. C'est bon. Ouais, Oui. c'est Ce qui est dingue dans votre histoire, c'est assez dingue cette histoire, c'est que vous vous en arrachez vous-même les clés. C'est-à-dire que vous découpez le pantalon et vous arrachez les clés de votre cuisse, tout seul. Et là, Passepartout fait... Alors, vous décidez là d'arrêter vos études. Pourquoi? Le coup de la cuisse, ça m'a bien refroidi déjà. Ouais. Et j'arrivais pas à suivre. Je savais bien que j'allais aller nulle part, donc autant arrêter là. Après avoir quitté la fac, alors là c'est cool, vous décidez finalement, vous avez eu bien raison, de vous refaire une santé, de profiter de la vie, et là, vous décidez de vous inscrire au service civique. Vous choisissez alors de sensibiliser les gens à l'épilepsie par des vidéos sur YouTube. Et là, vous trouvez votre surnom, Epileptic Man. C'est une bonne idée, je trouve. On regarde à quoi ça ressemble. Ça y est, les gens. Donc je disais, la vidéo sur les petits problèmes d'épileptique est là, enfin. Elle est là, on n'a jamais été aussi près des gens. Elle est sortie, vous avez été nombreux à attendre cette vidéo. Désolé pour l'attente, c'est à cause du caméraman. Il l'a mauvaise, il l'a mauvaise. Bon, quand même un peu. Non, il est épileptique du coup.
que je tombe à l'amour. T'as pris ton traitement Hein? Ton traitement? Ah bah non. Honnêtement, Alexandre, c'est ça génial. Franchement, bravo. Est-ce que c'est une thérapie, finalement? Parce que vous faites quand même beaucoup moins de crises, là. Ouais. Ouais, je pense que c'est une thérapie un petit peu. Mais alors, si le fait de faire ces vidéos vous soigne d'une certaine façon, ça veut dire que c'est quand même quelque chose de psychanalytique ou de psychologique, cette maladie, non? Je pense que, sur moi en tout cas, il y a un facteur un peu psychologique. Bah si oui. j'arrive à gérer ça, si j'arrive à gérer un petit peu où je suis, si j'arrive à me gérer moi-même, je sais que j'arrive à gérer les crises. Ouais. Mais pas à tous les coups. Ouais. T'en rajoutes pas un peu quand même? Alors, vous avez trouvé l'amour, en plus, avec Héloïse. C'est ça. Alors, je l'ai croisée tout à merde. l'heure. Elle est magnifique, en plus. C'est vrai? Ah ouais. Elle est là, Héloïse, non? Non, elle a Alzheimer, elle se rappelle pas qu'elle est là. Alexandre Lafont, merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Et maintenant, on passe à notre invité polémique de la semaine. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Tex, bonsoir. Bonsoir. En fait, votre vrai nom, c'est Jean-Christophe Le Texier. Ouais. Vous avez du mal à le retenir. Donc Non, je l'ai eu à Monaco, figure-toi, parce que j'ai commencé à Télé Monte Carlo en 1988 et je voulais qu'on m'appelle Tex et ils m'ont dit non, ici on est à Monaco, tu t'appelleras Jean-Christophe Le Texier. Jean-Christophe Le Texier. Voilà, donc, mais après, non, ça a été une renaissance pour moi le spectacle et je me suis appelé Tex. Ma femme m'appelle Tex et mes enfants aussi. Béatrice vous appelle Tex. Sinon, vous lui expliquez 2 fois, j'imagine. Imaginez bien que ça ne s'applique jamais. C'est une blague. Et cette blague, elle permet de faire réagir les femmes. Les femmes, elles hurlent dans la salle quand je fais ça depuis 2005. Hein. Et j'adore quand elles hurlent. Et quand elles hurlent pas, je leur dis « Oh, mesdames, qu'est-ce que je viens de dire ?» Et là, il y en a 2 ou 3 qui font « Ouh !» Je fais « Enfin !» Je les réveille pour ça. Juste rigolo, qui aime pas être mollo, qui préfère le rire aux larmes. Juste un fou du roi, et le roi c'est toi. Juste un fou du roi. Messieurs, dames. Il y a une magnifique phrase sur le fou du roi. Le roi lui dit « Hier soir, t'es allé trop loin. » Et il lui dit « Demain, tu seras mort. » Et le fou du roi lui dit « Peut-être, Majesté, mais vous, ce sera après-demain. » Ah ouais. Je pense que Delphine Ernotte doit écouter la blague, là, parce que, alors, en tous les cas, maintenant, vous êtes fiché S comme sexiste pour une blague que Pierre Bénichou avait rencontrée dans les grosses têtes il y a 1 an. Je veux dire, c'était avant Balance ton porc. Ouais. Et voilà. Oh, qu'il a raconté après, Bah oui. c'est dans l'almanach des grosses têtes de cette année. Non, c'est des histoires, ça traîne et chacun en fait sa mouture. Alors, tout le monde vous est tombé dessus. On va commencer par la ministre, ici, Marlène Schiappa, on regarde. Et Tex, alors? Oui. Vous Alors, avez appelé le CSA quand même. Hein. Non, mais Tex, moi j'aimerais juste remettre 2-3 choses dans leur contexte parce que moi je veux bien être accusée d'être le nouvel ordre moral, etc. Ça me fait beaucoup rire eu égard à tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, mais pourquoi pas. En l'occurrence, Tex, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reçu des signalements de citoyennes et de citoyens qui étaient choqués par cela. Des proches disaient on peut rire de tout, ils disaient on peut rire de tout, pas avec tout le monde et pas à n'importe quel moment. Là, au lendemain du 25 novembre, du lancement de la grande cause du quinquennat pour l'égalité femmes-hommes, où le président de la République fait un hommage national aux femmes qui sont mortes sous les coups de leurs conjoints, que le lendemain, on est un animateur de télévision, pas dans un spectacle, pas dans une œuvre d'art, dans une émission de télévision, qui passe ça comme une lettre à la poste en disant quand on ne sait pas comment expliquer à une femme, on lui explique une 3e fois, je ne sais plus quelle était la phrase. Moi, je pense à la femme, les femmes que je vois tous les jours, je pense à la femme qui est frappée par son conjoint, qui est chez elle et qui s'est dit aujourd'hui c'est le jour, aujourd'hui je fais ma valise et je pars de chez moi et je reviens plus jamais, et qui voit ça et qui va peut-être se dire mais peut-être qu'au fond c'est normal, ça banalise, ça fait comme si c'était normal d'être frappé. C'est un argument que vous utilisez. C'est un bon argument. Je termine là-dessus, je n'ai pas renvoyé Tex, je n'ai pas le pouvoir de renvoyer Tex et je n'ai même pas demandé ce Vous renvoyez Delphine Ernotte, ce sera mieux. Non, je n'ai pas ce pouvoir, Thierry. Et voilà. Alors, Caroline Gott, donc, qui dirige les programmes de France 2, a dit « Le public féminin a un énorme problème avec les blagues de Tex,
qu'il juge déplacée et lourde, il s'avère qu'il a fait la blague de trop. C'est ça la phrase. On vire pas les gens pour une blague. Marlène Schiappa a très bien parlé, elle a raison. Quand Caroline Gott dit que j'ai un énorme problème avec les femmes, je pense pas. Non, ça marchait très bien l'émission. Ça marche très bien depuis des années, je ne vais pas me justifier là-dessus. Ça fait 17 ans qu'elle marchait bien. On vire juste pas les gens pour une blague, ou alors on n'est plus en France, on n'est plus en démocratie. C'est ça qui m'inquiète le plus. Les histoires de Doris aujourd'hui, c'était des histoires terribles. Il rencontre son copain lui dit « Ma femme est un ange, t'as de la chance, la mienne est encore en vie. » Alors on a le droit ou pas? Tu vois Attends, est-ce que ça vous choque, Pierre Doris, par exemple, dont il vient de raconter une blague, est-ce que ça vous choque, Bénichou? Est-ce que ça vous choque? Non, mais les blagues sont faites pour être un peu choquantes. C'est pas un crime, et puis je trouve que ça va trop loin quand même aussi. Mais pourquoi pas réfléchir à ces blagues tout le temps, ou racistes, ou sexistes, ou... Tu sais, si on commence à réfléchir aux blagues, si je pensais à ça, si on doit les expliquer, nous, sur scène, nos spectacles durent 1h15, ils vont durer 3h30. Non, on n'a pas à expliquer. Parce que l'humour, il a un fonctionnement, on transgresse. Moi, j'étais presque peiné parce qu'à la suite de ce qui m'était arrivé, j'avais entendu Laurent dire moi, si ça continue, je vais arrêter la télé. Oui. Et c'est ça le risque, quoi. Donc Après, non, on vire pas les gens pour une blague, puis on les juge pas, les blagues. Non. Je suis très engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Je vois vraiment des femmes qui viennent, qui sont très vulnérables ou qui sont dans des états psychologiques. Tu as raison, Ina, terribles. mais cette histoire, elle est faite pour que les mecs passent pour des ridicules et ne le fassent jamais. C'est ça le concept de cette blague. C'est comme ça qu'elle doit être comprise. Maintenant, si elle est comprise au premier degré, comme tu le fais, bien sûr que tu as raison, bien sûr que j'ai tort. Alors désormais, vous êtes en lice pour le 7 d'or du meilleur animateur viré par Delphine Ernotte avec David Pujadas, Thomas Touroud, Mathieu Madénian, Pernou, Julien Lepers, William Lémergie. Vous êtes quand même en bonne compagnie. On pourrait presque rajouter Gérard Rolls et Lionel Chamoulot. Et voilà. Et voilà, on est quelques-uns. Alors, vous avez dénoncé une réaction totalement disproportionnée et jugé qu'on met en place une police de l'humour qui va contrôler les comiques. Ouais. Et puis, il y a là, tout d'un coup, il y a une dénonciation étatique électronique qui est quand même terrible. Et on ne dénonce pas les gens. Moi, ça me rappelle les pires heures, on en parlait tout à l'heure. On ne dénonce pas les gens. On ne fait pas de censure à la télé. Enfin, ça soulève tellement de gros problèmes. Ils vous ont obligé à vous excuser quand même. Dans le cadre de la télévision, oui. Alors donc j'ai longtemps réfléchi. Moi, en tant qu'humoriste, je me serais jamais... Caroline Gott a dit qu'on a eu beaucoup de mal à obtenir qu'il s'excuse. Ce qui est assez logique, non? Ce qui est Moi, très je m'excuse logique. jamais, personnellement. Mais ce qui est très logique, je l'ai fait parce que j'étais en tournage et je me suis dit, bon, allez, on va calmer le jeu. Mais je ne regrette en rien tout ça. Vous avez reçu le soutien de Riss, le patron de Charlie Hebdo, de Natacha Polony, de Plantu, de Tonquédec, de Michel Simès, de Nagui. Alors ce qui est marrant, c'est que vous devenez un symbole de la liberté d'expression. Vous passez des amours à Voltaire d'un seul coup. Oui, hein. C'est dingue. Est-ce que le fait d'être devenu un symbole de la liberté d'expression vous donne pas envie, là, de raconter une bonne blague sur Mahomet? Je le fais sur scène. Ah bon? Je vais jouer au Festival d'Avignon. On va faire une soirée à ce qu'on a le droit de rire de tout à l'Apollo, d'ailleurs, le 15 mai, là. Ouais. Et je vais en faire de plus en plus sur scène parce que la vraie liberté est là. Est-ce que vous avez une bonne blague sur la Shoah, par exemple? C'est très touchy quand même. Hein. Ouais. Les trucs touchy, bien sûr, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, ça c'est vrai. Et puis, il y a des sujets. Chaque humoriste. Les femmes battues, c'est pas touchy. Chaque humoriste s'impose. Non, mais encore une fois, tu peux pas me dire ça, là. Mais non, sinon, t'as pas compris ce que je suis en train de dire. Je raccorde la Shoah, c'est touchy, alors. Non, je te dis que je prends votre défense en racontant cette histoire. C'est fou, tu vois, je suis obligé de m'expliquer, c'est fou. Mais non, mais... Je vais juste revenir que j'ai été viré pour une blague. Non, mais en tout cas, ce que je trouve qui est pas mal, le principal, c'est qu'il t'ait viré, quoi, après. Voilà, ça au moins, c'est une réussite. Ça a eu une vertu, c'est qu'au moins, ça a ouvert un débat et peut-être qu'on parle de cette chose-là. C'est bien la preuve qu'elle n'était pas... Après, c'est cher payé, certes. C'est donc bien la preuve qu'elle est utile pour la cause. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que notre ami faisait cette émission depuis 17 ans, ça se passait très très bien. Il a été viré. Depuis qu'il a été viré, l'audience a baissé pratiquement de moitié. Vous étiez à 20%, votre successeur, Bruno Guillon, est à 11,4%. Donc c'est lui qui présente désormais l'émission. Il a déclaré, Bruno Guillon, donc le successeur de Tex, moi, cette blague, je ne l'aurais pas faite. En gros, il vous a piqué votre job, il vous traite de con, quoi. Vous attaquez France 2 au Prud'homme? Non, je vais juste... c'est même pas France 2, je vais juste... appliquer mes droits, quoi, pas plus que ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Ouais.
Donc ça va faire quand même un paquet de pognon, hein, 17 ans. Écoute, moi je suis un homme de scène, il y a des hommes de loi, c'est eux qui s'en occupent. D'accord. Ils auraient peut-être pas dû virer leur meilleur fils. Alors votre livre s'appelle Blague à texte, viré pour une blague, en voilà 300. C'est publié chez Sand dans la collection WC Book. C'est double épaisseur? Oui. Ah ben ouais, c'est doublé. Qui l'a, non? Ils en ont vendu 2 millions déjà. Ouais. Et ça se lit, il y a une blague par page, tac, tac, tac. Ouais, C'est facile à lire, c'est écrit gros. Laquelle conseillez-vous à Bruno Guillon pour se faire virer? Je peux en lire une? Ouais. Au restaurant, un homme appelle la serveuse. Il sort sa bite et la met sur la table. Mademoiselle, je voudrais un steak gros comme ça. La serveuse lève sa jupe et fait saignant comme ça? Non mais ce qu'il faut dire, ce qui est horrible, c'est que cette blague... Tu peux rien faire avec celui-là. Cette blague, tu l'as racontée, tout le monde l'a racontée. Je veux dire, c'est une Un vieille... couple de clochards dorment sous un pont. Oui. À tâtons, la femme fouille dans le sac de couchage. Elle lui dit « Chérie, tu bandes ?» Il lui répond « Non, je chie. » Alors, vas-y, fais-en une troisième. Je vous rappelle qu'il les invente toutes. Il les a. C'est toutes celles que tu refourgues à Bigard. Elles sont pas là-dedans. Non, c'est vachement plus soft. Le bouquin, il est vachement soft. Ah, c'est pas vrai ce qu'il vient de faire. Oh, le connard! Tu m'as niqué la gueule! Tu m'as niqué la gueule! Pourtant, je le connais, hein. Mais il est arrivé à m'avoir. Ce qui serait drôle, c'est qu'il se fasse revirer d'un truc qu'il n'a même pas Il a écrit. viré de sa lunettes arrière. Alors, vous serez sur scène à l'Apollo le 15 mai pour rire de tout. Voilà. Voilà. Et puis après, moi, je repars en tournée avec mon nouveau spectacle. Je vais tester des sketchs au Festival d'Avignon. Il va aller à Vire, à Limoges. C'est bien, voilà. Pour tous ceux qui m'ont soutenu, je voudrais une nouvelle fois les remercier. La Fesse, Roumanoff. Ah, Roumanoff a dit un truc juste. Roumanoff a dit, Tex, c'est quand même pas Bertrand Cantat, quoi. Oui, je me suis retrouvé dans la charrette. Tu vois que Bertrand Cantat fait la une des Un Rock. C'est vrai. Je me suis retrouvé dans la charrette de la terreur et j'ai cru que j'allais être obligé de me couper la tête moi-même. C'était assez terrible. Vous avez déclaré, j'ai assisté à mon propre enterrement. Oui, voilà. Mais tout le monde sait que c'était un prétexte pour te virer. Oui. J'aimerais bien Il vire tous les hommes blancs de plus de 50 ans. Moi, j'aimerais bien le croire. Il n'y a que Drucker qui a échappé. Parce qu'il est congolais à la base. Et ça, le grand public ne le sait pas. Et maintenant, on passe, mesdames, messieurs, à notre qui est au top Les Parisiennes, rebonsoir. Ariel Dombal, Elena Noguera, Maria Galanter, Ina Modja. C'est pas un groupe de filles, c'est un fantasme. Alors Ariel, oui. Comment faites-vous pour être photoshopée dans la vraie vie? Dans la vraie vie, oui. Non, mais ce qui est tellement étonnant avec les Parisiennes, voilà, c'est de se retrouver comme ça, incarner ce nouveau girls band qui représente les Parisiennes 2018. Et voilà. À l'origine, les Parisiennes sont un quatuor qui a été réuni par Claude Bolling, célèbre jazzman et pianiste, qui a composé à l'époque pour les Parisiennes des chansons acidulées, très, très pop, yéyé. Et c'était mis en scène par Roland Petit, qui est quand même le garçon qui travaillait avec Zizi Jeanmaire. Avec Zizi. Marie de Zizi Jeanmaire. On regarde ce que c'était. Ouais. Zizi. Il fait trop beau pour travailler. Ce serait dommage de rester enfermé. Quand le soleil brille dans tous les squares et sur les terrasses des grands boulevards. Il fait trop beau pour travailler. Ça c'est de temps à aller se balader. Partons dans la nature et vive la liberté. Il fait trop beau pour travailler. Et voilà les Parisiennes de Claude Bolling, Laurent Ruquier et moi-même adorions ça à l'époque. La carrière des Parisiennes durera 6 ans avec de nombreux tubes. Il y a effectivement Il fait trop beau pour travailler, puis il y avait aussi ça. Ne fais pas le bonheur. Celui qui a dit ça est un sacré menteur. L'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, et puis il y a aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais le générique de Pop Club, la célèbre émission de José Arthur qui a fait sur France Inter les nuits de toute la France pendant des décennies, le Pop Club. Une
sur 24, la vie serait bien dure si l'on n'avait pas le Bob Club avec José Arthur. Et voilà. C'était magnifique. Alors, quand il était petit, au Havre, Laurent Ruquier, le petit Laurent Ruquier, adorait les Parisiennes et maintenant qu'il est grand, qu'il est à Paris, il a décidé de ressusciter les Parisiennes. Moi, j'aurais pensé qu'il reformerait plutôt les Village People. Comme quoi, les a priori, finalement, c'est des Oh non, c'est conneries. pas bien. Au départ, il voulait prendre Léa Salamé, Christine Angot, Vanessa Burgraff, Audrey Non, ça Pulvar. c'était pour les folles de Chaillot. Ah, d'accord. Il a réfléchi, Laurent, et il vous a choisi, vous. En même temps, vous n'êtes pas super parisienne, parce qu'Ariel, vous êtes née dans le Connecticut. Oui. Elena, vous êtes née à Bruxelles. Mareva, vous êtes née à Tahiti. Et Ina, vous êtes née à Bamako. Dans le genre parisienne. Là, vous êtes devenus des Et parisiennes. bien, justement, c'est ça, Paris. Ah oui, les Beatles n'étaient pas des scarabées non plus. Ben non. Sérieux? Et les pierres ne roulaient pas vraiment? Non. C'est ça la beauté de Paris, c'est que c'est le carrefour du monde. Eh oui. C'est le Une mélange des capitale cultures. mondialisée. Voilà. Voilà. Et les Parisiennes 2018, eh ben c'est ça. Nous sommes toutes d'ailleurs. Voilà. On regarde à quoi ça ressemble. Je te déteste, toi, pour qui je pleure, pleure, pleure de dépit, car j'ai compris que tu m'avais joué la comédie. Toi, je te déteste, toi qui m'as fait perdre, perdre, perdre tant de temps, tout un printemps qui n'était qu'un mensonge. Est-ce qu'on est bête quand on aime? On perd la tête quand on aime. On ne voit plus qu'un garçon. Pourtant il y en a des millions. Mais lui c'est le nôtre. Les autres, on leur dit toujours non. On est inquiète quand on aime. On se casse la tête quand on aime. En oubliant que la plupart du temps, amour et printemps ne durent pas longtemps. Mais l'on croit pourtant que l'on sait, que l'on sait, que l'on s'aimera tout le temps. Bravo. Vous avez l'air d'y prendre beaucoup de s'amuse plaisir. Vous êtes vraiment... énormément. chaud, Ah, c'est t'amuses vraiment- énormément. On s'amuse énormément Ouais, bah oui, c'est et très- autant. Mais ferme ta gueule. Tu es bougante, là. Mais va te faire aimer. Alors, ce qui est parfait, c'est que ça colle très bien avec le revival années 60, les facs bloquées, la Oui, grève, absolument. le président de la République qui traite les Français de veaux. Voilà. Donc, on est vraiment revenu à l'époque. À l'époque. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation, je ne suis pas dans le ton, je ne suis... Et maintenant, vous ne serez pas étonnés, mesdemoiselles, Oui. que nous fassions une interview Laurent Ruquier. Est-ce que c'est Laurent Ruquier qui a dessiné vos tenues de scène? Non. Non. Parce que C'est pas mal. Fleur de Mairie. Ah, mais c'est vachement bien. Hein. Ouais. Est-ce que Laurent Ruquier a exigé que vous montriez vos jambes? Non. Mais il les adore. Est-ce que Laurent Ruquier exige que vous rentriez dans un petit 34? Non. Mais il aime ça. Est-ce que Laurent Ruquier a exigé de ne pas être obligé de coucher? J'ai pas compris la question. Est-ce que Laurent Ruquier a sa préférée? Oui. Qui? Le Travelot. Ah, ça c'est... Est-ce que Laurent Ruquier a vu d'autres chanteuses que vous quatre?
Je crois que depuis l'enfance, il fait un casting de rêve face aux Parisiennes des années 60. Mais et donc il a rêvé, mais il ne nous a pas dit j'ai rêvé d'un tel et d'une telle, et finalement c'est vous. Il a eu la délicatesse de ne pas faire ça. Il a dit j'ai rêvé de vous. Il voulait pas imposer. On s'est rencontrés toutes les quatre un premier dîner. Voilà. Ça a été, vous a invité à dîner la première fois? Oui. Il n'a pas voulu imposer Christine Angot dans le groupe? Non. Est-ce qu'il exige que vous ayez toutes les quatre des loups-boutins? Non, il s'en fout complètement. Oui. Toi aussi? Ah oui. Ah non, mais c'est incroyable, ça. Christian, s'il nous regarde. Alors, c'est un bon patron, Laurent Ruquier, oui. Oui, formidable. Oui, ça va? Il est très impliqué dans le projet, c'est-à-dire qu'il suit vraiment tout, il vient nous voir en répète, il passe sur des clips, il décide beaucoup de choses, il suggère beaucoup de choses, et c'est vraiment un bonheur. Vous êtes ses Ruquiettes, en gros. C'est un bonheur de travailler avec lui. Ruquiettes. Non, mais il est passionné. Nous avons même un groupe WhatsApp. C'est un producteur comme il n'y en a plus, c'est-à-dire qu'en fait, il mise. C'est-à-dire que maintenant, à notre époque, ces producteurs des années 60 qui misaient d'eux-mêmes pour un projet qui leur plaisait, ça n'existe plus. Ce sont des gens qui appellent des banques et qui essayent de monter des choses et d'être payés d'avance avant de produire. Lui, il a eu envie de faire ça, il le fait, il y va lui-même, il est en train de produire un très beau show avec tous les moyens. On est comme des enfants à qui on a offert un spectacle merveilleux. C'est un très bon producteur, Laurent. D'ailleurs, toutes ses productions marchent très très bien. Que ce soit Michael Gregorio, que ce soit Gaspard Proust, Vincent de Dienne. Tout marche bien. Est-ce qu'on peut appeler Laurent? Vous allez l'appeler au téléphone? Souvent, quand on appelle, c'est au téléphone. Bah, je sais pas, tu peux dire Laurent. Passe-t-on là avec moi, Elena? Laurent? Recule ton nez, Thierry. Laurent! Laurent! Je sors ta douche! Écoute, Laurent, bravo. C'est une fois de plus une très bonne idée qui va te rapporter beaucoup d'argent. Elles sont formidables. Mets un slip, Laurent. Moi, j'adorais les Parisiennes quand j'étais plus jeune, et c'est une très bonne idée de reconstituer les Parisiennes. Bravo, Laurent. Elles sont super, en plus. Elles ont dit que du bien de toi, elles n'ont pas dit une seule connerie. Sauf une. Est-ce que tu as une préférée sur les quatre? Non, je peux pas le dire, parce que sinon je vais avoir des soucis à la maison. Un indice. Ah ben voilà, j'aurais dû demander effectivement à Audrey, elle aurait pu faire une belle Parisienne. Mais tout à fait, Audrey aurait pu. Ça va? Oui. Qui t'a ce soir dans ton émission, alors? Qui j'ai ce soir? Thomas Piketty, PPDA, Clara Luciani, Daniel Prévost. Très bien. Mais t'as toujours Christine Angot ou pas? Oui, bien sûr. D'accord. Et Yann Moix. Et Yann Moix, oui. Bon, bah écoute, je voulais juste te féliciter. Vous avez un truc à dire à Laurent, là, c'est le moment. Hein. On l'embrasse. Ah putain, elle t'adore. Rends l'argent. Allez, bonne émission. Salut Laurent, merci. Porte-toi bien, ciao. Faites gaffe, parce que moi, avec Laurent, on est comme ça. Hein, donc s'il y a une connerie... Vas-y, appelle Arthur, vas-y. Bon, alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'album donc existe. Oui, l'album est sorti l'album existe, il est dans tous les bacs. Et vous êtes, à partir du 24 mai, aux Folies Bergères. Voilà. Et en tournée à la rentrée à partir du mois d'octobre. Ah oui, il y a une tournée déjà aussi. Déjà une tournée, oui. Dans et plein alors, de villes est-ce de que vous France. vous supportez quand même? On s'adore. Ah ouais, on vaut passe mieux, hein. beaucoup de temps ensemble. Non, non, c'est vrai. Hein, parce Elles peuvent pas parler, là. Non, mais c'est le vrai girls band, Ouais. avec ses forces féminines conjuguées, cette gaieté, cet esprit. Mais cet esprit heureusement de Paris. d'ailleurs, parce qu'on ne se connaissait pas vraiment. Et c'est un pari qu'il a pris, et heureusement que ça a bien fonctionné et qu'on s'aime beaucoup. Indéniablement fort. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous nous fassiez une petite chanson en live, parce que je voyais chanter pendant les clips, je me dis, elle rêve de chanter. Mais oui. Donc vous allez chanter, voilà. Oui. Il fait trop beau pour travailler. Ce serait dommage de rester enfermé. Quand le soleil brille dans tous les soirs et sur les terrasses des grands boulevards. Il fait trop beau pour travailler. Ça c'est un
pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.